Bonjour à tous, je voudrais souhaiter un super bon anniversaire à Canal+, qui fête ses 40 ans. Il y a une pléiade de programmes en ce moment sur Canal, et on retrouve tous ceux qui ont fait Canal+. Et j'ai retrouvé plein de copains que j'ai redécouverts, qui m'ont bien fait marrer ou qui m'ont intéressé. Il y a juste un problème. Je me suis cherché partout, mais je me suis trouvé nulle part. Alors, ça doit être une connerie d'un stagiaire, un bouton qu'ils ont oublié, il y a un truc. C'est pas grave. Voilà la 300e du vrai journal pour ceux qui ont connu. Ça leur fera chaud au cœur. Et pour ceux qui n'ont pas connu, ils vont comprendre ce que c'était que de la télé. Regardez. Bah qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous avez tout éteint? Vous êtes con quoi? Dans quelques instants, mon mari vous présentera son vrai journal. C'est moi qui lui ai dit, voyons, à ton âge, tu devrais faire des vrais journaux. C'est quand même plus sérieux et puis ça pose un homme. Bon dimanche, voici le vrai journal, le premier journal sans oreillette. À tout de suite, mon chéri. Allez, à tout de suite, mon petit amour chéri. À tout de suite, mon petit écureuil en bois verni. À tout de suite, mon joli bébé. À tout de suite, mon amour joli. À tout de suite, mon pitchoun d'amour. Voici le vrai journal. Mais attention, pas n'importe lequel. Et non, puisqu'il s'agit du 300e vrai journal. Inlassablement depuis 300 semaines, au fil de 1200 reportages, 900 sketchs, plus de 300 interviews, nous avons humblement tenté d'être votre phare dans la grande nuit de l'info. Et voici pour celles et ceux qui, depuis le 1er septembre 1996, étaient en RTT, ou alors prisonniers à Guantanamo, ou alors 20 000 lieues sous les mers, la substantifique moelle de ce vrai journal. Bamako, atterrissage des Maliens sans papier expulsés de France. En 1914-18, la France est venue maintenant mobiliser tout le monde ici pour aller défendre la patrie. Ce jour-là, c'était notre patrie. Qui a pris sans autorisation les 2 clichés de François Mitterrand gisant, parus dans l'hebdomadaire Paris Match daté du 25 janvier. Durant mon enquête, j'ai trouvé dans l'entourage immédiat de François Mitterrand une personne connue pour tout photographier, tout filmer, tout enregistrer durant ses déplacements avec le président à tel point que les services de sécurité s'en inquiétaient. Ce proche a accompagné le président jusqu'à sa mort et a dormi avenue Frédéric Leplay dans la nuit du lundi au mardi. Bonjour. Cet homme, c'est Jean-Pierre Tharot, le dernier docteur du président. Jean Durieux, un ancien rédacteur en chef de Paris Match, connu pour monter des coups photographiques parfois extrêmes en jouant les intermédiaires, entretenait des relations personnelles et régulières avec Jean-Pierre Tharot et sa famille. Mais Jean Durieux affirme avec fermeté n'avoir jamais passé une telle commande au dernier médecin de François Mitterrand. Jarnac Film présente une sensationnelle histoire vécue, d'après le roman du docteur Gubler, édition Attali, colorisé en couche Nerlux, avec une pléiade de vedettes françaises. Allons-y pour les roses. C'est plus un mausolée ici, c'est la roseraie de Bagatelle. Faut qu'on réfléchisse. Je vois que monsieur est un camarade connaisseur. Tenez, j'ai un morceau vrai du Rainbow Warrior. Hein? Et ça, c'est pas beau, ça? Mazarine bébé dans un cadre d'époque. Me fais pas rire, j'ai les lèvres gercées. Eh ben, tenez, j'ai justement là sa cagoule. Oh, ça, c'est de la laine bien française. Tout ce qu'il fallait pour les frimas de l'hiver 42. Tété! Tété! Là que ça recommence, la momie fait du barouf. Il va finir par flinguer le petit commerce avec ses conneries. Président, soyez humain. Laissez les braves gens travailler. Surtout en période de chômage. Le coup de Jarnac. D'accord, on parlemente. On laisse la force tranquille. Vadier, rétro, marchand du temple. C'est pas avec du sapin qu'on fait de la planche à billets. Le caveau sur Robif, votre prochain spectacle.
Donc c'est un problème de qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité. Cette économie, est-ce qu'il est possible de l'affecter par la manière dont on a fait l'affaire, de l'affecter au financement de la perte de salaire, pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire? J'ai rien compris. Comment conclure cette convention sans évoquer le problème de cette fin de siècle, le chômage des jeunes, et parler de nos solutions concrètes? Monsieur Jospin, peut-être? Non? Monsieur Emmanueli? Putain. Monsieur Fabius, alors? Donc, dans un instant, le chômage des jeunes. Monsieur Fabius, alors? Monsieur Fabius. Pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? Bonjour Madame Tibéry. Pour Canal+, juste une petite question. Est-ce que vous avez réellement travaillé pour le Conseil général de l'Essonne? Et ce rapport, vous le reconnaissez, madame? Vous ne voulez pas répondre? Il me faudrait des canonciers pour ces histoires-là. Il y a combien de mecs, là? 2 ou 3. En comptant notre gars? Ouais. Peuple Fiction. C'est dans le cimetière de Lannisca en Bretagne que repose depuis 20 ans Julien Le Sabazec, militant de la première heure du Front National. Il lègue la totalité de sa fortune, plus de 1 million de francs, à Jean-Marie Le Pen. À l'époque, Le Pen est un aventurier de la politique, candidat marginal et fauché à l'élection présidentielle de 1974. Et alors, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de tombe du tout? Bah non, ils sont enterrés à même dans la terre, comme ça. Et monsieur Le Pen, qui est l'héritier de monsieur Le Sabazec, n'a rien fait? N'a rien fait absolument, non. Il a pris l'argent, il n'est jamais venu, on ne l'a jamais vu. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, et j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, et j'en suis certain. La race d'abord. FN, les 2 lettres en trop. Et pour vous prouver que nous savons tout, je vais remettre à Maître Collard et vous montrer à la télévision une enveloppe où il y a le nom des 6 profanateurs et assassins du cimetière de Carpentras. Alors il prend l'enveloppe, il y avait un vent d'enfer, il prend l'enveloppe, il me la tend, hein? Bon, moi je fais ça, le temps de faire ça, je me suis pris 80 flashs dans la gueule, quoi. Et ça, je le remets à mon avocat, Maître Collard. Un grand film d'effroi mêlé de politique. Des trucages époustouflants. Je vais prendre possession de ton corps. Oh oui. De ton âme. Oh oui, prends-moi. J'arrive. Oh. J'arrive. Chut. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa t'en raconté. Chut. Des séquences olé olé, en veux-tu? En voilà. Maman, j'ai faim et j'ai le gourdin. Ne manquez pas, poltergauche. France punie. Ça fait plaisir de revoir les vieux gags. Alors, puisqu'on fête aujourd'hui la 300e du Vrai Journal, je voudrais vous présenter Jean-Marie Michel. Jean-Marie Michel qui est un peu mon alter ego au sein du Vrai Journal. C'est le rédacteur en chef en titre de cette émission depuis maintenant 6 ans et demi, 7 ans et demi. Oh là là, je suis gaga. 96. Voilà, donc ça fait un moment que tu me supportes. Absolument. Mais je te supporte aussi. C'est clair. Et finalement, on a réussi à faire une sorte de Pax. Hein. Une putain d'émission, mec, surtout. C'est ça qu'il faut dire. Alors,
À quoi on a pensé au début, quand on a voulu faire cette émission? Écoute, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de voir là, la première saison, la première époque, c'est deux sujets emblématiques de ce qu'on a essayé de faire. Le premier, c'est celui que John-Paul Lepers a fait la première semaine, la première émission, après que Jean-Louis Debré ait expulsé les Africains sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Barbès, à Paris. Voilà, tout le monde se pressait, tout le monde voulait leur parler. C'était pas possible parce qu'ils étaient déjà en route pour Orly et l'Afrique sur les charters. Ils étaient scotchés dans l'avion et hop. Scotchés dans l'avion. Et nous, on prend l'avion, on va au fond de la brousse, et c'était pas simple, je me rappelle encore, pour récupérer ces malheureux et les faire parler de ce qu'ils avaient vécu et témoigner, quoi. C'était une manière de montrer qu'on pouvait faire de l'info autrement que voilà, comme tous les autres. En prenant un peu plus de temps, un peu plus de moyens aussi, sans doute, et on arrive à des résultats qui sont originaux. Le deuxième axe, c'était notre campagne forcenée, on va dire, contre Jean-Marie Le Pen et le Front National. On a commencé assez fort, c'est vrai, sans se jeter de fleurs, je crois. Et on a été parmi les premiers à l'époque, en 96, à traiter de Le Pen non pas comme d'un phénomène politique, mais comme un sujet d'enquête. C'est ce qu'on voit dans l'extrait là, qui est assez saisissant de l'héritage dans le cimetière. Et c'est vrai qu'au lieu d'incantation et de diabolisation, je pense que Le Pen mérite surtout qu'on s'intéresse à lui, qu'on amène de l'info et qu'on enquête sur la face cachée de... Oui, ça suffit pas de dire Le Pen, il est raciste, il faut aussi montrer quels sont les vrais agissements de Le Pen. Lui qui critique la corruption, essayer de voir si lui-même n'est pas un corrompu. C'est ce qu'on a essayé de faire. On va le revoir d'ailleurs au cours de cette 300e. Il y a encore du boulot. Jean-Marie, j'ai une bonne surprise pour toi. Nous sommes en duplex avec le père fondateur du Vrai Journal, l'homme sans qui aujourd'hui on ne serait pas là, assis à converser et à dire bravo la 300e, Alain de Grève, que je vous demande d'applaudir. Alors, Alain, la première question qui me vient, c'est est-ce que tu te souviens, ce jour de l'été 96, il faisait chaud, tu étais dans le Luberon et j'étais venu te voir pour t'expliquer un peu en quoi consisterait le Vrai Journal. Et tu nageais dans la piscine, lentement mais sûrement, et je me disais, merde, il n'écoute rien. Est-ce que c'était une fausse impression ? Si. Non, j'entendais parfaitement ce que tu me disais, mais c'est vrai que c'était légèrement couvert par le bruit des cigales, et puis il y avait le pastis et tout ça. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué, puis j'avais pas encore le titre, tu vois. Et tant que j'ai pas eu le titre, tant que je vous ai pas trouvé le titre, tout ce que tu me disais c'était bien, ça m'intéressait, mais c'était pas encore vraiment nourri. Et tu te souviens comment est venu le titre? Quand je t'ai expliqué, je t'ai dit oui mais ça serait comme un vrai journal. Et à ce moment-là, tu m'as dit stop, ça c'est le titre. Et je t'ai dit non, c'est trop fort. Non, tu m'as dit surtout que ça vous donnait tout d'un coup des responsabilités, une ambition que vous n'imaginiez pas pour cette émission. Et ça m'a bien plu. Salaud. Je ne vais pas casser l'ambiance, Alain, mais il y a eu la suspension aussi au début. Oui, alors on a commencé l'émission, on a fait quoi, 2 mois je crois à peu près, 7-8 émissions, 8 semaines, et puis bon, il y a eu 2 incidents sur les deux, la 7e et la 8e émission. Un petit passé relativement inaperçu sur la 7e, mais dont on sait qu'il avait une relative importance, qui était une déclaration de Bokassa, un petit peu qui traînait dans toutes les rédactions et que personne n'avait osé diffuser. Nous, on a osé le faire, et c'était peut-être pas forcément très malin. Et puis surtout un sketch qui n'a pas plu, un sketch qui mettait en scène l'assassinat du gouvernement et donc, ma foi, là, on est allé vers l'idée que cette émission devait être fondamentalement bouleversée. Donc on s'est arrêté 2 mois. Et puis on s'est parlé tous ensemble, vous et nous, les journalistes, les humoristes et puis les patrons de Canal. Et pour finalement qu'au bout de 4 à 5 semaines, je décide qu'on n'allait rien changer, juste se parler un peu plus et se réunir plus souvent. Et il a fallu que j'aille vendre ça à Pierre Lescure, qui m'a dit ok, t'as raison, allez, vas-y, tente-le. Et puis ma foi, on est reparti pour cette fois-ci des années. Voilà.
Mais Alain, ce que j'ai jamais su, c'est si, en fait, quand on a été suspendu, Lescure, il n'avait pas simplement demandé qu'on arrête définitivement cette putain d'émission qui lui faisait que des emmerdements. Non, je crois pas que c'était ça l'idée, totalement, mais enfin, l'idée, c'était de l'arrêter sous cette forme-là. C'était de faire effectivement une émission sérieuse autour des journalistes de Jean-Marie Michel, de CAPA, de Canal+, etc. Et puis de l'autre côté, de faire une émission de pure rigolade avec toi comme animateur, mais effectivement de séparer les deux. C'était ça l'objectif et la mission, et qu'on n'a pas réussi à mettre sur place, et tant mieux, je crois. Alain, une dernière question. Maintenant, tu n'es plus à Canal+. Est-ce que tu continues de temps en temps à regarder le vrai journal ? Oui, ça m'est un petit peu difficile parce que c'est l'heure où je fais la cuisine le dimanche, donc il faut que je saute sur les rediffusions. Mais alors, aujourd'hui, quand même, grâce au Pilot Time, je peux l'enregistrer ou bien je peux la voir sur bleu, jaune ou vert, donc ça va, j'y arrive. Et c'est vrai que la prendre vraiment dans sa diffusion majeure le dimanche, c'est un peu compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour l'avenir ? Eh ben, je souhaite que ça dure au moins aussi longtemps et qu'on puisse fêter la 600e, voire la 1000e. Écoute, je sais pas si j'aurai l'énergie et le courage, mais je te remercie Alain et je demande au public de te faire vraiment un triomphe. Merci. Et j'ajoute une chose, c'est que tu es le bienvenu à Canal+ quand tu veux pour revenir. Merci beaucoup. Et maintenant, on enchaîne avec l'année 1997. Un an après la mort de Mitterrand, qu'est-ce que vous pensez des révélations qui n'arrêtent pas Je trouve ça... Sur le fait qu'il était malade pendant 10 ans, qu'il ne l'avait pas dit, sur le fait qu'on raconte que vous lui avez fourni des ortolans pour le dernier réveillon. Mais j'ai fourni tous les ans pendant 15 ans des ortolans pour le réveillon. Je ne vois pas en quoi ça peut passionner la France et les Français d'ailleurs. Brigitte Bardot s'est élevée contre le fait que vous fournissiez en ortolans. Si j'avais su qu'elle s'élèverait, alors j'en aurais amené 2 fois plus. Mais que vous ne payez pas auprès de vos amis socialistes des images comme Kouchner avec son sac de riz, qui leur ont paru trop médiatiques, etc. Mais non, arrêtez, c'est des conneries ça. Le sac de riz, c'est pas les socialistes qui me reprochent. Pour faire marrer, pour les mecs qui ont jamais vu ce que c'était que la famine, pour les types qui sont restés sur leur cul, oui, peut-être. Après avoir échangé des insultes avec les jeunes du quartier, les militants du FN montent sur le trottoir et fauchent 2 jeunes sur une moto. Des jeunes qui se trouvent être en fait des agents de prévention employés par la mairie. Là, ils nous ont pris du milieu, c'est-à-dire que c'était pas dans l'intention de discuter avec nous, de nous faire peur, mais c'était de nous envoyer chez le bon Dieu. Voilà. Hormis François Mitterrand, vous n'avez jamais été très tendre avec les responsables socialistes. Michel Rocard, vous avez dit que c'était un petit barreur. Non, j'avais dit que c'était un barreur de petit temps. Un barreur de petit temps. Oui. Est-ce que ça s'est aplani Oui. Oui, et puis c'était une réaction. C'était une réaction de ma part, car il m'avait marché sur les pieds. Alors bon, il ne faut pas... Tant pis. Il ne faut pas se laisser emmerder. Il ne faut pas se laisser, comme vous dites. Parler des États-Unis. Oui. Mais aujourd'hui, la boulangère d'Aubervilliers s'est parfaitement interrogée sa banque avec son Minitel. La boulangère de New York en est tout à fait incapable. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la boulangère d'Aubervilliers? Oui. Oui. Et vous avez un Minitel? Non. Non? Non, non. Le port de Saranda, au sud de l'Albanie. Ce matin, une trentaine de civils ont voulu détourner le ferry local pour fuir vers l'Italie. Intervention des nouveaux maîtres de la ville, les gangs de trafiquants. Exemple, l'aide humanitaire envoyée par la Grèce voisine. Lorsque le maire d'Athènes, Dimitri Oranopoulos, débarque en frégate militaire avec 4 tonnes de médicaments, ce n'est pas Kosciu et les membres du comité qui l'accueillent, mais Agrone et sa garde prétorienne. Tout va bien se passer, tu verras. Il faut juste que vous teniez bon, parce qu'il faut que tout cela cesse pour le bien de ton pays. Tu comprends? Il faut que Berisha parte. S'il ne part pas, nous n'aurons rien gagné. Il va partir tôt ou tard, t'inquiète pas. S'il ne part pas tout seul, nous irons le chasser nous-mêmes. Français en guerriers magnanimes, sachez, portez ou retenez vos coups. Épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous, à regret s'armant contre nous. Comment vous allez éviter
Je dirais de devenir un dictateur, par exemple. Comment vous allez éviter ça? C'est pas possible que je devienne un dictateur, c'est pas possible. On a déjà vu ça en Afrique. Non. Ailleurs aussi. C'est vous, votre gouvernement qui crée des dictateurs en Afrique. Vous croyez encore aujourd'hui? Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Et voilà ce que la France est en train de faire ici. C'est quoi? Créer des dirigeants qui l'utilisent comme de petits machins, non? Ça, vous le connaissez. On dit Valérie, il est prêt ton pète ou quoi? Non. Comment non? Non. Oh putain. Putain, Philippe. Tiens. Putain, tu mets l'acide dans ton café, ça va te décoincer. Il va te défoncer. Il est cool les mecs, vous êtes trop speed. Alors une question qui intéresse les jeunes, le hashish. Oui. En 95, vous avez reconnu que vous en aviez fumé du bout des lèvres. Comment du bout des lèvres? Ça se fume, c'est comme ça que ça se fume. Ah, je cite, du bout des lèvres. Oui. Donc il y avait une idée que c'était quand même... Non, c'est pas ça. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois aux États-Unis. Avec Bill? Non, avec une jeune femme. Ah, bien Lionel. Bien. Et puis je crois une fois en France, puis ça m'a paru pas avoir un intérêt décisif, donc j'en suis resté là. Bon. Madame Maigret, pourquoi Jean-Marie Le Pen ne se présente pas? S'il vous plaît. Impossible d'interviewer Catherine Maigret. Un cordon de sécurité tente désespérément de l'empêcher de dire des bêtises. Je fais comme ma marionnette. Qu'est-ce qu'elle fait, votre marionnette? Allez, c'est bon. J'en prends plein la gueule, je suis presque maintenant au délit de sale gueule. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait que j'incarnais physiquement l'impôt. Alors, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est ma calvitie? Est-ce que c'est mon absence d'embonpoint? J'en sais rien. Ça ferait monter le débat à un niveau encore un peu plus élevé. L'Ansom Seguing, capacité spéciale, langage qui blesse, coup mortel, cri qui tue. Enfin, maître, la reconnaissance. Ensemble, nous délivrerons la politique du joug de l'économie et vous verrez que le pouvoir des marchés n'a rien de fatal. Mais tais-toi donc! Tu me rappelles mes promesses d'avant le championnat! Ah, transmutation! Little Sark, capacité spéciale, bassesse, flatterie, coup mortel, trahison. Lors de ce dernier meeting, tous les leaders de la majorité sortante affichent de tristes mines. Oui, j'aurais vraiment aimé être avec vous ce soir. Mais peu importe finalement que nous soyons à Paris, à Épinal ou ailleurs. Car voici enfin le moment décisif. C'était un bon meeting, monsieur le Premier ministre. Très beau, très beau. Très beau. Demain, je vais en Isère et dans le Linge. Et dimanche, la majorité gagne? J'espère. On fait tout pour ça, en tout cas. On jouer mauvais cheval. Balade qui perd, ça la fout mal. On s'est fait mettre au régional. J'ai toujours dit que ça finirait mal. Moi je regrette d'avoir cru en la France. Et je préfère changer d'avenir. Édouard, 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 Édouard. Balladur, Balladur, tu vas droit dans le mur. Balladur, Balladur, il faudrait que tu assures. Dur, 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 Balladur, dur, dur, Édouard Balladur, pour une France vraiment grise. Microcosmos, le peuple du pouvoir. Vous avez raconté plusieurs fois que vous étiez devenue blonde à la suite d'un pari en 92 pour les régionales, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez parié comme coiffure ou comme changement dans votre corps si vous étiez ministre sous Jospin?
Je n'ai rien parié du tout, mais je dois déplorer une certaine prise de poids liée au fait que je n'ai plus le temps de faire du sport. Ce sont les désavantages d'être femme et ministre, ça alors. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui prennent du poids. Oui, mais je sais pas, ça se voit moins. Vous voulez dire que j'ai vraiment pris du poids? Grossier. On s'est saigné en 80 pour te donner l'éducation raciste, extrémiste, xénophobe, basée sur l'exclusion, la haine et le mépris des cultures étrangères. Quand je pense qu'on t'a payé un camp de vacances en Autriche. Ouais, bah les stages folkloriques en culotte tyrolienne pendant 2 mois, merci beaucoup, c'est... Oh, attention Philippon! Mais j'ai 16 ans, mince, à la fin. J'ai quand même le droit d'avoir une vie normale. Je sais pas, avoir des copains, écouter Fun Radio, discuter et même lire des livres. Aïe! De la part de Jean-Marie! Madame Benito comprendra-t-elle un jour que son fils n'est pas en pleine crise d'adolescence, mais qu'il est peut-être tout simplement en train de devenir républicain? Alors là, c'est la première saison qui s'achève, 96-97. Et à l'époque, avec nous, il y avait comme co-rédacteur en chef Bernard Zécry, qui est aujourd'hui le directeur d'e-télévision. Bernard, toi aussi, tu es en duplex, farandole de duplex. Bernard, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. Bon, je vous propose déjà d'applaudir Bernard. Quand même. Un homme de sérieux, un homme de pondération. Et quelqu'un qui a beaucoup apporté au Vrai Journal. On a un souvenir commun, Bernard. On a commencé ensemble, souviens-toi, dans un magazine mensuel qui s'appelait Actuel. Oui, et qui à l'époque se différenciait pas mal, enfin quand ça a démarré, de ce qui se faisait dans la presse. Et c'est vrai que quand on a commencé le Vrai Journal, je crois, toi comme moi, on s'est beaucoup souvenu de nos débuts Actuels. Alors, quel souvenir, toi, tu gardes de cette première saison, puisqu'après, tu es parti t'occuper d'abord de Nulle part ailleurs, puis de e-télévision. Quel souvenir tu gardes de cette époque? D'abord, je suis fier d'avoir participé à cette première année du Vrai Journal. Je trouve que ça a été une émission qui a apporté beaucoup d'innovation dans l'écriture télé, dans la façon de faire des reportages. Et puis, c'était la première fois, on était un peu dans le noir quand on a démarré. On savait pas très bien, on savait qu'on voulait faire quelque chose de différent. On savait qu'on voulait casser un peu le ton académique des commentaires, de ce qu'on pouvait entendre dans les reportages à la télé. On voulait trouver une écriture pour de l'investigation, et puis malgré tout on n'était pas sûr de réussir, et ce qui m'a surpris, c'est que dès la première émission, la mayonnaise a pris. Je me souviens d'un sujet dans cette première émission sur les sans-papiers de l'église Saint-Bernard, et on avait eu l'idée, plutôt que de les suivre en train de se faire expulser de Paris, d'aller les attendre à Bamako. Et ça avait donné un sujet formidable. C'était une évidence que ce qu'on faisait, c'était différent. Alors ça n'a pas toujours été bien accueilli, parce que c'est vrai qu'on a fait quelques erreurs et tout, mais ça a été un vrai bol d'air dans le PAF. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que directeur de e-télévision, les méthodes qu'on a mises en place au début du Vrai Journal te servent ? Oui, enfin, en tout cas, il y avait une véritable liberté dans le Vrai Journal pour les journalistes. Alors, e-télévision, c'est plus du news, hein, donc on a moins de latitude pour éditorialiser, avoir des partis pris. Mais je crois, malgré tout, je le vois même dans tous les JT des grandes chaînes de TF1, de France 2, etc., dans les questions des journalistes. Je pense que le Vrai Journal a une réelle influence sur la façon, sur l'écriture télé, sur le journalisme à la télé, et on sent plus de liberté, on sent aussi moins de soumission un peu, par exemple, aux politiques, au côté institutionnel, et je pense que, bon, il n'y a pas que le Vrai Journal qui a participé de ça, mais je pense qu'il y a beaucoup qui est dû au Vrai Journal, oui. Bernard, dernière question, tu as vu, j'ai remis ma jolie chemise jaune des débuts, ça te plaît? Et j'aime bien ta cravate aussi, Karl. Merci Bernard, on l'applaudit. Et on s'engage résolument vers l'année 1998 du Vrai Journal, avec plein de surprises à nouveau, vous allez voir. Notre-Dame d'Alger, 2 juin 1996, funérailles des moines de Tibérine. D'un hôpital militaire de la banlieue d'Alger arrivent 7 cercueils.
Le Premier ministre algérien s'est déplacé, mais le malaise est sur tous les visages. Arrivé de Rome, le supérieur des moines a dû insister pour identifier les corps. On a fini par lui ouvrir les cercueils, mais à l'intérieur, les militaires n'avaient placé que des têtes et du sable. Officiellement, les corps des moines ont disparu. Pas de corps, donc pas d'autopsie ni d'enquête sur la mort de Luc, Christian et les autres. À l'époque ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette n'a ni compris ce qui s'était passé, ni pardonné. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a jamais retrouvé les corps? Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, on ne les a pas retrouvés. C'est étrange de n'avoir jamais retrouvé les corps. Oui, vous savez, s'il n'y avait que ça d'étrange, il y avait beaucoup de choses étranges dans cette affaire. Si d'aventure le mouvement des chômeurs dégénérait et que le président Chirac s'enfuyait à Baden-Baden, est-ce que vous seriez prêt à assumer le... Est-ce que vous seriez prêt à être président de la République? D'abord, il n'irait pas à Baden-Baden. À Baden-Baden, il n'y a plus rien. Bon. Vous savez, il n'est pas très bien informé. Ouais, on l'a vu récemment. Zéro, voyons. Plus aimable à l'égard du président. Vous savez que je soutiens le président. Et je ferai... C'est difficile à croire. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on n'essaie pas de lui faucher son boulot de dans 5 ans. Les habitants de Bent al-Ha avaient acheté des sirènes pour prévenir l'armée en cas d'attaque terroriste. C'était une sorte de signal d'alarme pour dire aux militaires, les terroristes sont là, ils nous attaquent. Mais cette nuit-là, je ne sais pas, les militaires ne sont pas venus. On a été voir les militaires pour leur demander de nous aider, de nous protéger. Ils pouvaient entendre les tirs et les balles. Un de nous leur a dit « Ils sont en train de nous tuer ». Il a demandé aux soldats de venir nous protéger. Le militaire a répondu qu'il n'avait aucune instruction de tirer ou de tuer. Il a dit qu'il attendait les ordres. À défaut de pouvoir parler aux militaires, Shaira est orienté vers cet homme, le monsieur droit de l'homme du gouvernement algérien. A-t-il, lui, rencontré les militaires présents au moment des massacres? J'ai déjà répondu à cette question. Vous leur avez parlé donc? Je vous ai déjà... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre réponse. J'ai dit que nous faisons une recherche, pas une enquête. Vous ne leur avez pas parlé? Je vous ai déjà répondu. Wallahi, c'est pas possible. I'm so sorry. Ça suffit. Non. Je suis... Non, stop it. Je suis très déçu par votre attitude. Votre épouse est fan de Johnny Hallyday. Oui, elle aime bien. Est-ce que vous-même, vous êtes fan de Johnny? Ah, j'aime bien. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me fredonner une chanson de Johnny que vous connaissez particulièrement ou que votre femme a passée sur le... Je suis enroué aujourd'hui. Je crois que c'était le titre d'une chanson. Non. Peut-être d'ailleurs que c'est le titre d'une chanson. C'est le titre d'une chanson. J'en sais rien. Ne réponds pas aux journalistes de votre émission. Parce que les autres journalistes ont posé des questions alors. Je dispense de vos remarques. Voilà, je vous dis que je ne réponds pas aux responsables de cette émission de Canal+, dans laquelle nous sommes systématiquement insultés au point qu'on devrait faire un procès pratiquement chaque semaine. Nous sommes désolés de nous passer de votre présence. Le vrai journal est donc congédié. Mais ce que Le Pen n'avait pas prévu, c'est que la plupart des journalistes et des techniciens présents allaient eux aussi quitter la salle. À Pristina, le mot d'ordre des Albanais est indépendance. Ils vivent ici depuis toujours, ils représentent 90% de la population de cette région et depuis 1989, Belgrade leur impose un régime d'apartheid. Mais l'histoire s'accélère dangereusement. Et comme dans les conflits yougoslaves, la face cachée de la guerre, le côté ignoble, se passe dans les villages. Les habitants de cette maison ont été tirés hors de chez eux, puis massacrés par la police serbe. Belgrade renoue avec de vieilles méthodes. Des milliers de réfugiés ont fui, en laissant tout derrière eux. Depuis 3 semaines, déjà plus de 100 morts, parmi eux des femmes et des enfants enterrés à la va-vite dans les champs. Maintenant que l'opposition, toute l'opposition, sur ce sujet. Nous verrons bien donc comment trouver un chemin, puisque, vous savez, il y a des contraintes particulières au Parlement ou hors du Parlement pour faire passer des projets sur ce sujet.
La clarté mise, l'apaisement mis dans les rapports des Français à l'immigration, une vie parlementaire active et que l'opposition nous rend, il faut bien le dire, plutôt attrayante, une place croissante des femmes dans la vie de la cité et l'engagement du mouvement vers la parité, voilà ce qui doit réhabiliter pour nos concitoyens l'espace public et l'action politique. Il y a la maison. Il y a la grosse maison de Saint-Cloud qui a été expertisée à 4 milliards anciens. Et puis il y avait en Suisse, il y avait au moins 6 milliards en Suisse. Et comment vous récupériez l'argent qui était en Suisse? Je téléphonais une cabine publique et je disais à mon banquier, tu m'envoies, toujours raciste, 8 ou 10 petits nègres. Qu'est-ce que c'est un petit nègre? C'était 1 million, ancien. Objectif business, premier rendez-vous pour le leader chinois, les patrons du CNPF à l'hôtel Méridien. Et là, ça dérape. Une poignée de militants de Reporters sans frontières sont venus troubler la messe. Ils jettent sur la délégation des tracts demandant la libération de Gao Yu, une journaliste chinoise emprisonnée depuis 5 ans. Et en direct, ils interpellent l'homme de Pékin. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de Gao Yu? Jospin inaugure un lycée au pas de course. Rocard lui fait une photo. Il a tout son temps. Il savoure sa victoire. Hier, c'était la haine entre les communautés. Aujourd'hui, c'est la paix, quelquefois, même la tendresse. On est bien comme ça, on se complète en fin de compte, donc maintenant, c'est plus, on n'a plus peur, on n'appréhende plus le danger. Monsieur Rocard, ça vous fait quoi? Un peu d'émotion. C'est une très très belle aventure, cette Nouvelle-Calédonie. J'ai lu quelque part que votre épouse et vous possédiez un 2 pièces rue de Vaugirard, un 3 pièces rue Pascal, un 5 pièces rue de Navarre et un 6 pièces place du Panthéon. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous avez contre les 4 pièces? Ah ben c'est un choix, oui. C'est un choix. D'abord je ne l'ai pas, hein. Moi je n'ai qu'un appartement place du Panthéon. Sirven parlait de millions comme vous parlez de 100 francs, je veux dire, il n'y avait plus de notion avec M. Sirven, c'était énorme. Donc il m'a dit 45 millions, bon, peu importe, de toute façon il parlait beaucoup. Voilà, et tout ça, ça a été pris pour Dumas, je veux dire, on a mis Dumas là-dedans, mais je l'ai toujours dit, M. Dumas n'a rien à voir là-dedans, pour moi c'était une catastrophe, quoi. Nous sommes allés au Sénat voir le ministre du budget de l'époque, Michel Charasse. Dans cette affaire, son rôle a été d'avaliser le montant des commissions distribuées par Thomson, qu'on appelle pudiquement les frais accessoires. Celui qui était responsable des frais accessoires, c'était moi, et sur ce sujet-là, je ne dis rien. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on balance tout sur la place publique? Que les Américains nous prennent nos marchés partout? Qu'ils s'infiltrent partout? Qu'il y ait plus de chômage en France? C'est ça que vous voulez? Vous êtes obligés, vous aussi, les journalistes, même si vous recherchez la vérité, ce que je comprends, de vous plier à l'intérêt supérieur de la France, sinon c'est que vous n'aimez pas votre pays. On y va, ce soir-là, fièrement armés et cagoulés, on clame notre indépendance et en vrai nationaliste, on poursuit le combat. Amnistie pour Ivan Colonna, pas le temps de souffler sur notre île, chaque nuit on recommence. C'est la seule chose à laquelle on pense, chacun y va de sa bombe pour étonner la France. Quand t'es clandestin, y a jamais de face. Ces soirées-là, ce soir-là, ça flingue, ça pète, on ne sait plus pourquoi. Alors là ça pète. Mais toi et moi, on adore tout ça. Eh ouais, on adore ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'aube, on les aime jusqu'à l'aube, bébé. Voici le genre d'images interdites à la télé chinoise. Notre témoin les a tournées il y a une semaine sur l'une des digues du fleuve en crue à une centaine de kilomètres de Wuhan. Ce jour-là, l'armée ne le surveillait pas. Et toujours selon notre contact, certains de ses collègues ont vu et filmé bien pire. 是这样，就是我的一个朋友，就是和武警一起去那些灾区。当他看到很多尸体飘在那儿，他开始拍的时候，武警就马上就把照相机就给他拿下来。就是说，你的朋友看到了几个尸体？我想大概差不多300
到400. Tu veux que je te raconte une anecdote? Vas-y. L'an passé, j'ai été élu le ministre de l'année. Tous mes conseillers croyaient ici que c'était grâce à eux. C'est comme ils sont. Et je leur ai dit non, c'est pas sûr. C'est grâce à ma tante qui, tous les jours, m'écrit et me confirme qu'elle prie pour moi, donc c'est peut-être grâce à... Alors écoute, tu n'es plus communiste et tu as la foi. C'est magnifique. Je suis communiste. À l'instant où je vous parle, c'est pas Odette Casanova qui a gagné, c'est Toulon qui a gagné. Le 3 mai dernier, la socialiste Odette Casanova est élue députée de Toulon, mais le score est très serré. Nous avons gagné de 33 voix. 33 voix d'avance, c'est très peu. Plus l'écart est petit, plus les risques d'invalidation par le Conseil constitutionnel sont grands. Sandrine Le Chevalier, battue, dépose un recours. La victoire m'a donc été volée. Le Conseil constitutionnel lui donne raison 3 mois plus tard. Plusieurs motifs ont été invoqués, un seul est retenu, un sketch du vrai journal diffusé le 3 mai, jour de l'élection. Le commentaire est considéré par les sages comme de la propagande électorale. À Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front National, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche. J'ai besoin de toi pour faire mes courses. Ce jour-là, Adriano aurait mieux fait de rester couché au lieu de faire le malin. Les Toulonnais ont été obligés de retourner voter dimanche dernier pour le plus grand plaisir du Front National. 19h, le scrutin est clos, la participation est meilleure qu'au premier tour. Et très vite, le résultat va tomber. Odette Casanova bat cette fois largement Sandrine Le Chevalier, 734 voix d'avance. Que des stars monnaient leur image, rien de nouveau. L'ennuyeux, c'est bien le soutien politique à ce Metchiar qui est tout sauf un démocrate. C'est la question qui dérange. Citroën nie par exemple tout lien avec la campagne électorale, pure coïncidence. Des sponsors embarrassés, des stars carrément dures d'oreilles. Pourquoi je conduis un Citroën? Pourquoi vous êtes allé soutenir Vladimir Metchiar? Elle est belle. Vous me prenez pour un con, un peu. Vous voulez pas me répondre? Qu'est-ce que vous voulez que je réponds alors? Bah, je voudrais savoir. Donnez-moi la réponse. Non, je voudrais savoir pourquoi, quand on fait le métier que vous faites. J'adore mon métier. Merci beaucoup. Je sais, je vous dis. Au revoir. Gérard Depardieu n'a pas non plus voulu nous répondre. Il est vrai que nous n'avions pas rendez-vous. Non, mais c'est juste sur la Slovaquie. Non, mais je me fous de ça. Je n'ai pas à faire des choses. Non. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, j'ai pas été averti là. C'était à propos du soutien à Messiard, simplement. 300e du vrai journal, l'art de savoir foutre le bordel, faire invalider une élection, et en plus on voulait pas la faire invalider cette élection de cette pauvre Odette Casanova. Alors nous a rejoint sur le plateau Pierre Hurel, que je vous demande d'acclamer s'il vous plaît. Pierre qui a été durant 2 ans co-rédacteur en chef du vrai journal. Alors Pierre a apporté quelque chose de différent au vrai journal. Il venait de Paris Match, il a ce côté journaliste un peu baroudeur, mal rasé, veste à poche, que j'adore. Et il a apporté ce côté un peu international au vrai journal qui manquait. Parfois on était un peu trop franco-français. Oh, on était franco-français, disons qu'on a fait des sujets de plus en plus longs, si tu te souviens. On a un peu agrandi le format, ce qui permettait le grand reportage, qui était plus difficile dans des sujets plus courts. Et c'est vrai que dès le début, on a eu beaucoup de réussite parce que les gens sont intéressés par l'étranger, contrairement à ce qui se raconte partout. Et puis, parce qu'on a sorti certains coups, on vient d'en voir. Il y avait Jean-Baptiste Rivoire qui travaillait très bien sur l'Algérie. Ouais. Il y avait ces inondations en Chine où, en fait, on a un peu exporté le principe du vrai journal. C'est-à-dire qu'on osait des choses en France que les autres n'osaient pas. Par exemple, en Chine, sur ces inondations où c'était interdit de filmer, d'une part, on filmait un peu avec ce qu'on pouvait, mais on trouvait aussi le journaliste moyen local qui avait filmé dans le dos des autorités militaires, et on ramenait des images que personne n'avait vues. Aujourd'hui, Pierre, tu es sur 7 à 8, tu es journaliste là-bas, grand reporter. Est-ce qu'on a, d'une certaine façon, influencé leur manière de bosser à 7 à 8 ? Puisqu'ils sont apparus qu'après. Hein. La manière de bosser de 7 à 8... sans doute dans une certaine insolence quand 7 à 8 se le permet, mais ce qui est moins son fonds de commerce qu'ici. Et en général, sur le fait d'être proche de personnages même anonymes, dès le moment où ils incarnent l'actualité, on peut dire qu'on a été influencé. Il y a une autre ressemblance avec TF1, c'est qu'ici aussi, il y a un peu de publicité. On va la regarder et on se retrouve pour parler de l'année 99.
ont participé à l'élaboration de cette émission, tous ceux qui ont fait le succès du vrai journal. Pierre Hurel, on va voir ensemble l'année 99 et on en parle après puisque tu étais également à cette époque co-rédac chef. Une abeille vient sur le tournesol, et elle attrape du gaucho, tout un symbole, et elle perd son système nerveux, et impossible de rentrer à la ruche. C'est-à-dire qu'elle perd le sens de l'orientation. Eh ben, moi, ce qui arrive aux leaders de l'Alliance, ils sont atteints du syndrome du gaucho. L'élection de M. Omar Bongo en qualité de président de la République gabonaise, telle que proclamée par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 1998, est confirmée. Une des techniques de fraude, la multiplication des vrais faux passeports. Une même photo avec des noms différents. Parfois une dizaine de passeports pour une même personne. Des centaines de faux documents ont été imprimés. Ça n'a rien à voir, mais maintenant qu'on se connaît, on peut se tutoyer? En anglais, si vous voulez. Pourquoi en anglais? Parce que c'est la même chose. Ah non. Le you est à la fois... Et comment dit-on vous en anglais? You. Et alors? Alors, merci you. De rien, you. Voici, tourné pour la première fois en Corée du Nord par la caméra clandestine de Han Chol, les terribles symptômes de cette malnutrition. Ce gosse d'à peine 6 ans a le ventre gonflé par le blocage de ses intestins. Celui-ci a les cheveux décolorés par le manque de protéines. Pour certains, comme cette petite fille qui veut ramasser un peu d'eau sale dans son gobelet, c'est plus grave. Ses réflexes sont altérés, elle bouge comme dans un film au ralenti. Bon, c'est aux portes de Paris, à 200 mètres du RER, dans un cadre agréable et une ambiance chaleureuse, de découvrir la cave à Momo. La cave à Momo, c'est du matériel haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. Le portable suédois, il est à partir de 10 queues, ça fait 15 €, tu vois, il y a de la haute fidélité, il y a de la micro-informatique directement tombée du camion, et vendue encore dans l'emballage. N'hésitez pas, hein, la cave à Momo, c'est ouvert tous les jours de 22 h à l'aube, sauf les soirs où il y a les descentes de Condé, quoi. Bon film, hein, tout à l'heure. Do you think that all of this happening because of you? I mean the war. No. I don't think I have anything to do with the war. Should Hillary go for the Senate or the President in the year 2000? Would you vote for her? I'm not going to answer that. I'm sorry. Why? I don't think it's appropriate for me to comment about Mrs. Clinton. I think... Ok, thank Sorry. you. Merci, merci beaucoup. Merci. Goodbye. Ok, au revoir. Christine, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de t'offrir ta carte de membre du Queen. Je te remercie beaucoup. Ton VIP pass. Merci mille fois. Je ne sais pas si je viendrai souvent, mais je te remercie beaucoup. Elle fera partie de ma collection. Munich, c'était quoi? C'était donner la Tchécoslovaquie à Hitler, de peur qu'Hitler ne devienne encore plus méchant si on ne la lui donnait pas. Aujourd'hui, munichois, ça veut dire donner le Kosovo à Milosevic, de peur qu'il ne devienne encore plus féroce si on ne lui donnait pas. Mais aujourd'hui, on connaît les leçons du passé. On sait que ça a servi à rien en 1938 d'être munichois. Donc aujourd'hui, on sait que ça ne sert à rien d'être munichois non plus. Voici une bavure ordinaire filmée à Noisy-le-Grand, dans le Val-de-Marne. Une patrouille de la BAC, la brigade anticriminalité, vient d'interpeller ce mineur de 17 ans pour possession d'1 gramme de hashish. Au sol, le père du mineur menotte dans le dos. Un policier en uniforme se précipite pour essayer de le gazer en plein visage. Derrière le père, la mère du mineur interpellé en polo orange. Elle proteste, un policier en civil saisit la bombe lacrymo de son collègue, gazage direct à 20 cm du visage. Mesdames et messieurs de la délégation de Chine populaire, le gouvernement français est très heureux de vous recevoir à bord de cet Airbus que nous espérons vous vendre. Les issues de secours sont situées à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'appareil. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. À votre arrivée, vous serez reçu par le président Jacques Chirac qui souhaite s'entretenir avec vous de l'ouverture de la Chine à la démocratie. Vous savez en effet à quel point la question des droits de l'homme est importante pour notre pays. De même, la France souhaiterait qu'à l'occasion de votre séjour, des mesures concrètes soient annoncées en faveur du peuple tibétain.
Il est évident qu'au cas où la Chine resterait sourde à ses exigences, aucun accord économique ne pourrait être conclu entre nos deux pays. Il était temps qu'un président change votre conception des voyages officiels. Jacques Chirac, vous ne viendrez plus chez lui par hasard. Exception française, il y a 3 semaines, et pour la première fois depuis 5 ans, un responsable politique occidental pose un pied dans la vallée des Insoumis. Dans la poche d'Alain Madelin, un cadeau pour le tigre du Panchir, la charte des droits de l'homme. Mais beaucoup plus utile pour Massoud, avant son départ, le député européen s'est entretenu du conflit afghan avec le président Chirac. Après les civilités, la diplomatie. Second cadeau pour Massoud, Madelin évoque la possibilité d'une pression diplomatique française sur le Pakistan, allié officieux des talibans. On m'accuse d'être le Dutronc à la française. Mais je rigole parce que je crois qu'il y a une sacrée nuance entre moi et puis Dutronc. J'étais couvert par personne, moi je suis couvert par personne, que Dutronc était couvert, lui. Troublant. À qui Émile fait-il allusion en parlant de couverture? Il insinue que s'il était mouillé dans l'affaire, il ne serait pas le seul. Disparition mystérieuse et réseau occulte. Dans un document vidéo, son ex-compagne Gilberte Binoche, témoignant, masquée, s'interrogeait elle aussi. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça tout seul. Ou alors il travaillait pour quelqu'un. Et encore ça. Parce qu'il avait beaucoup de connaissances, monsieur. Cette personne connaissait beaucoup de monde. Et il avait peur de certaines personnes, lesquelles il ne me l'a jamais dit. Je crois qu'on veut m'assassiner, moi, pour sauver des grosses têtes. C'était une espèce de mafia. Quand tu expliques qu'au XVIIIe siècle, tu étais une prostituée qui était la favorite de Louis XV, qui n'était autre qu'Édouard Balladur. Exact. C'est quand même beaucoup. Ah oui, attendez, mais c'est que Louis XV, cette réincarnation est revendiquée par Giscard d'Estaing. Alors c'est faux. C'est Édouard Balladur qui en a la morgue et qui en a le physique. Il était au parc aux Cerfs et lui, et ses roués, enlevaient les jeunes filles de province, de mères veuves et autres, pour les amener pour leur bon plaisir au parc aux Cerfs en bas des Champs-Élysées. Et tu as servi, toi, au bon plaisir de Balladur? Bien sûr. Mais j'étais une forte, belle, accorte jeune femme. Il y a de l'idée, mais ça tombe toujours à plat. J'ai été sauvée par un beau sauvage à demi nu. I'm the king of the world! Mais enfin, Jackie, pour qui tu te prends? Darzac, la honte de la jungle. Et la paillote, c'est pas vous non plus. Ouais, vous rigolez. La paillote. Non, mais attendez. Non, je pose des questions. Non, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Non, franchement, non, mais c'était une question, excusez-moi. Non, mais alors, c'est extrêmement simple, la paillote. Le problème, il est réglé. Ah bon? Il était réglé le 10 avril. Oui. Ils s'étaient tous engagés à la détruire le 31 octobre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont respecté leur engagement. Donc, il n'y a plus d'affaire paillote. Si, il y en a une. Il y a une bavure judiciaire, mais il n'y a pas d'affaire paillote. C'est con parce que j'avais un super cadeau qu'on m'a donné en Corse. Ouais. C'est le briquet. Vous connaissez celui-là? Ouais, à 100 modes d'emploi, je ne sais pas me servir d'un briquet. Est-ce que tu vas siéger à Strasbourg? Oui, tu m'as déjà posé la question. Je n'ai pas changé d'avis depuis que tu m'as interrogé. Publicité mensongère, car 6 mois plus tard, Hollande cumule trop de mandats et doit choisir. Résultat, adieu l'Europe, le patron du PS s'assoit sur ses promesses. C'eût été mal faire l'un et l'autre de ces mandats. Donc plutôt que d'être un député absent, voire un double député absent, j'ai préféré être un député présent à l'Assemblée nationale. Et en plus, compte tenu de mes responsabilités comme premier secrétaire du parti, c'était davantage cohérent. Ça fait plaisir de vous voir ici. Oui, vous êtes content, moi aussi. Vous venez pas souvent?
Je viens quand je peux. Vous savez que j'ai des mandats qui, par ailleurs, la loi me touche pas. Je ne suis pas, vous savez, un cumulard selon la loi, mais quand même un peu en réalité. Je viens le plus souvent possible, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Alors je viendrai dans la prochaine période peut-être un peu plus, mais je ne vais pas raconter d'histoire. Ça fait 20 ans que nos leaders politiques négligent l'Europe. Les élus des autres pays dénoncent ce mal bien français. Nous devons travailler très dur. Je travaille 5 jours par semaine, le week-end à ma maison, alors à ma district. Il n'est pas possible d'accumuler les mandats. C'est un problème pour la France et pour la députée française. Hein. On vient de voir la minute 99 du vrai journal au cours de cette 300e. Jean-Marie Michel est revenu. Et Pierre Hurel est toujours là. À l'époque, vous formiez la Dream Team du vrai journal, de la rédaction en chef. Alors, est-ce que c'est l'époque de la maturité, 99 ? Bah, 99, on vient de voir, c'est Avalanche de Scoop. Ouais. Émile Louis, avant qu'il retrouve la tôle. Ouais, on est les seuls à faire l'interview d'Émile Louis. On est les premiers. Absolument. Massoud dans ses montagnes. 2 ans avant sa mort. 2 ans avant sa mort. Qu'on verra plus tard, voilà, d'ailleurs. Qu'on fera en interview, on va le voir plus tard. Des documents que les téléspectateurs nous envoient parce qu'ils ont confiance en nous. Par exemple, cette bavure en banlieue, les gens savent, ils ont filmé quelque chose, des flics qui tabassent quelqu'un en bas d'un immeuble, ils savent que l'endroit où ça va être traité, et ça va être fouillé, et ça va être enquêté, et ça va sortir, c'est le vrai journal. La famine en Corée du Nord, réalisé par Pierre, c'est un garçon qui n'ose pas se mettre en avant, mais il a tort, parce que c'est lui qui l'a fait. C'est vrai, je me souviens. Et donc, ce qu'il y a de drôle, c'est d'un peu de franc-tireur du PAF et de la presse en général, on devient respecté, mais en fait, on arrive sur la même ligne que Paris Match ou Le Droit de savoir de Villeneuve, et on arrive même à faire la nique au grand, donc on est très content. La nique, mais en même temps, on se fait aussi parfois niquer parce que, du coup, ils nous aiment pas tellement. C'est la rançon du succès. Et puis c'est vrai qu'on commence à faire un peu école. C'est comme la Suze, souvent imitée, jamais égalée. Tu le dis bien, merci. Eh bien, on regarde l'année 2000. Loisir préféré, c'est de giberner avec une bouteille de Bordeaux entre amis. Ça, c'est ça d'important. Qu'est-ce que c'est que giberner ? Pour moi, giberner, je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise souvent, ça veut dire laisser librement galoper la pensée, pas forcément pour dire des choses intéressantes. C'est ce qu'on va essayer de faire entre nous. Ben voilà, nous gibernons. Le 9 février, Chafia Daoub, la femme du directeur de l'association franco-maghrébine, est seule au domicile familial. C'est ici qu'arrivaient, semaine après semaine, les lettres de menaces. 2 individus, se présentant comme des policiers, s'introduisent dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, l'un des 2 hommes jette Madame Daoub au sol, coups, sévices, agressions sexuelles, la barbarie raciste et d'une extrême violence. Il y en avait un qui a commencé à me taillader les pieds. Et j'avais tellement mal qu'à un moment j'ai ouvert les yeux. Je le suppliais du regard pour lui dire « j'ai mal ». Et parce qu'il a vu ce regard suppliant, qu'il s'est acharné, c'était plus lentement. Au début, il allait vite, mais après, c'était comme s'il prenait plaisir à faire du mal, à... Nul ne s'aventure plus à le défier. Personne ne peut prévoir ce qu'il va faire. Lui-même ne le sait pas. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Il ne sait pas ce qu'il veut, mais il le veut. Il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il va le faire. Il est le cavalier sans tête. Il ne sait pas où il va, mais n'essayez pas de l'arrêter. Il vous piétinerait. À sa sortie de l'université de Birzeit, le Premier ministre français est caillassé par des extrémistes palestiniens. Pour un mot prononcé trop vite et pas au bon endroit, la position de la France au Moyen-Orient est mise en péril. Chirac est furieux. Il convoque Jospin dès son retour en France, mais l'intéressé ne veut pas perdre la face. Il rencontrera le président dans 4 jours. Mercredi matin, avant le Conseil des ministres, oui. La voiture du Premier ministre arrive dans la cour de Matignon.
La rencontre en tête-à-tête avec le président Chirac vient d'avoir lieu. On attendait un communiqué commun, mais rien n'a filtré de leur échange. On sait simplement que pendant le Conseil des ministres, Chirac a rappelé que la France se devait de parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. C'est tout. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Est-ce que ça s'est bien passé avec Monsieur Chirac en tête-à-tête? Évidemment, bien sûr. Est-ce qu'il vous a réprimandé? Est-ce qu'il vous a rappelé à l'ordre? Comment ça s'est passé? Vous êtes un enfant? Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre. Imaginez que le président ait pu vous critiquer. Quelle naïveté. Il y avait qui donc dans ce bureau? Lionel Jospin, Claude Estier, Daniel Vaillant et moi. Ouais. Bon, voilà, on était jeunes élus en 77. Avec Jospin comme vieux complice, le militant de la première heure se sent légitime pour conquérir Paris. Vous n'entendez plus là, il y a trop. Vous entendez Jack Lang ou Delanoë plus fort là? Les deux sont mélangés. Vous êtes content de vous, de ce soir ou pas? Oui, c'était une soirée, c'est une bonne soirée. Ouais. C'est une soirée chaleureuse et finalement assez cool. Un coupon de carte orange, 2 zones. 350 et 200 balles. 50 Jean, on n'est plus en 1924. Je dirais une carte orange, 220 francs. Eh ben franchement, je ne le sais pas. Voilà. 270, 280 francs par mois. 279. Je t'étonne. Tu me mets sur le cul, oui. Oh, qu'en a fait mon Robéru? Tout est crado, mon coco. Calmina, ma Roberta, j'ai réformé les Stalino, tout dégueulasso, mon beau palto. Ah, les Stalino, méga crado. Tranquillo, ma Lolita, no problemo. Le Robéru, ma housse costaud du ciboulot. Avec moins de 10% d'agents électoraux, Coco Micro fait disparaître les traces du passé. Agissant au cœur du linge, il dissout tous les résidus staliniens et apporte à votre vieux PCF une nouvelle fraîcheur. Admira, ma Loluta. Grâce à Coco Micro, finito le méga beurre et crapoto. Méga bravo, Coco Micro. Ouh. Coco Micro, petit par la taille, mais grand par la réforme. Tu as vu Mitterrand pendant 7 ans. Et ce que personne ne savait, pendant c'est que... 6, il m'a consulté pendant 7, mais je l'ai vu pendant 6, parce que la dernière année, je ne l'ai pas vu. Et ce que personne ne sait, c'est que tu enregistrais vos conversations. Oui, avec son assentiment d'ailleurs. Voilà, et c'est ce qu'on va écouter tout de suite, la voix de Mitterrand avec la voix d'Elisabeth. Et comme ça, on verra que c'était pas une relation lubrique, hein, parce que certains ont dit que c'était un peu lubrique. Exactement, mais il y a toutes ces insinuations, j'en ai vraiment ras-le-bol. En France, ça crépite beaucoup pour l'instant, hein. Vous avez pu voir. En France, ça crépite Oui, contre ce gouvernement, Et pourtant, l'éducation est très calme, elle a des idées claires. Mais elle est au pire moment. J'ai tout à fait confiance en elle. Oui, il faut qu'elle l'encaisse, si j'allais dire, oui, mais... c'est ce qu'elle fait. Mais je crois qu'elle a vraiment du répondant et je crois qu'elle est au pire moment. Et peu à peu. Condamné par tous, homme des siens, écrasé par le poids de son passé scandaleux, Jean Valjean Tibéri Valtibéri est un homme seul. Coupable à jamais. Vous êtes le diable! Vous m'aviez promis un appart de la ville de Paris. Si. L'impitoyable Javert Seguin s'est juré d'avoir sa peau. Jean Valjean Tibéri Valtibéri échappera-t-il à son terrible passé et à son affreux destin? Vous le saurez en regardant le prochain épisode. Les Misérables, d'après l'œuvre de Victor Charles de Gaulle, Hugo. Un comble, la haute administration policière n'a rien trouvé de mieux que d'installer son école nationale sur ce qu'on appelle ici le boulevard du shit. Le cannabis s'y vend ouvertement et en plein jour. Pour les dealers du coin, c'est le jackpot. Les élèves flics sont d'excellents clients. Il y a un débarquement de mecs qui vont à l'école de police. Tous les dimanches, ils sortent de l'autoroute et on les voit arriver et tout. Dès qu'ils s'arrêtent, on sait pourquoi ils s'arrêtent. Voilà. Ils nous donnent 100 francs, on donne une barrette. Ça m'a explosé à la figure, je suis tombée tout de suite. Et puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon bras et c'est tout. Tout le monde criait. Ils ne combattent contre personne, les Russes. Ils se battent contre nous, contre le peuple. C'est nous qu'ils tuent. Personne ne veut les arrêter, personne. Aucun État ne veut arrêter cette Russie. Ils ferment les yeux sur le fait qu'on nous tue. C'est pour le pétrole et c'est tout. C'est un enfant qui le dit, c'est pour le pétrole. Et vous filmez, ça sert à rien. On veut même plus parler. Gail Sheehy est écrivain et journaliste star du célèbre magazine Vanity Fair. Elle a enquêté sur George Bush pendant 6 mois. Cette semaine, elle publie un portrait incendiaire de Bush Jr., preuve et témoin à l'appui. Dans la famille Bush, voici la jeunesse gâchée du fils prodigue.
Jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne s'est jamais intéressé à la politique. En interrogeant des dizaines de ses amis de jeunesse, j'ai appris que de 20 à 30 ans, il n'a pas accompli grand-chose. Il passait son temps à boire, à faire la fête et n'avait pas de travail. À 30 ans, il s'est lancé dans le pétrole. Son associé m'a avoué, on prétendait être dans le business, mais on n'a jamais vraiment trouvé de pétrole. Ceux qui lui avaient prêté de l'argent ont perdu 4 millions de dollars. Tout d'un coup, il se retrouve à 40 ans et ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Sa femme menace de le quitter parce qu'il est alcoolique et finit par le convaincre d'aller étudier la Bible pour qu'il trouve sa voie. We have to make no cooperation, civil disobedience against all those corporations. José Bové en Gandhi du Larzac. Mais qu'est-ce qu'il fait donc courir aux quatre coins de la planète? S'il affirme n'avoir aucune ambition politique en France, il se voit bien en leader mondial de l'internationale paysanne. Le Bové Global Tour continue. 6 à 8 millions de personnes sont actuellement détenues dans les goulags chinois. Certains, voleurs de poules ou simples dissidents, peuvent à tout moment subir la loi des exécutions publiques et nourrir le trafic d'organes des autorités. Pour les dons, la loi chinoise impose le consentement des victimes et des familles. Dans les faits, les autorités s'en passent. À quelques mètres des poteaux d'exécution, des ambulances et des médecins sont prêts à opérer. Baïonnettes et scalpels, même combat. En fonction des commandes enregistrées quelques mois à l'avance, les organes sont vendus en Chine, à Hong Kong ou en Thaïlande. Et certains représentants des hôpitaux chinois n'hésitent pas à se transformer pour l'occasion en VRP du business d'organes. Nous savons par avance combien d'organes nous aurons. Et ceci est impossible dans votre pays. Cette semaine, on apprenait que la société qui avait certifié le Yevolison était la même que celle qui avait certifié l'Erica, la société Rina, l'une des plus puissantes en Italie. Quelques heures plus tard, avec un élu régional dans le port de Brest, nous découvrons un bateau poubelle, le Han. C'est un bateau qui devait partir à la casse il y a 2 mois. Ouais. Il a été racheté par un armateur qui finalement a réussi à avoir un pavillon bolivien. Et la Bolivie ne demande aucune certification, aucune classification. Donc ce bateau va pouvoir reprendre la mer. Apparemment, il va tout faire pour reprendre la mer. We believe on our Allah. God is the power. Who gave me the power to sail in sea? Yeah, you need God to that kind of ship. No problem. This is my boy. Que Dieu les garde. À l'intérieur de ce bateau, il y a du matériel de pompage qui a servi à récupérer une partie du fuel de l'Erica. Direction la Grèce pour une opération de dépollution en haute mer et vogue la poubelle. Tu dois me dire le vrai nom de Lénine, puis de Trotsky, puis d'Aragon. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Trotsky, je me souviens pas. Aragon, c'est Aragon. Ah non? Non. Ah là j'ai perdu combien? Et tu as toujours perdu, Robert. Ah non, c'est pas ça. On pouvait s'arrêter à 10 000. Un ami de Madeleine, élu du conseil municipal. Ça, c'est chez Madeleine, donc. Nous ouvre la porte. Ah, c'est pas le luxe, hein. Les chaises, c'est pas terrible, hein, quand même, hein. C'est... Bon, là, en fait, on l'a pas préparé pour vous, hein. C'est un peu moche, même. Ah, ça... c'est une question de goût. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans son bureau, monsieur le maire vient au mieux 1 fois par semaine, le vendredi soir. Il est présent quand même au conseil municipal tous les mois. Ah, il y va. Il lit des revues nautiques. Pardon? Je pense qu'il lit des revues nautiques. Oui. C'est ça, hein. Il utilise son portable. On suspendait nos interventions et on attendait d'avoir son attention pour reprendre. Pourquoi il faisait ça? Parce que ça l'emmerde. Parce que ça l'emmerde. La vie quotidienne l'emmerde. On m'appelle Foulita, vache d'usino, destin de chienne. C'est pas ma faute si quand il mange ma viande à moi, on voit les gens mourir 10 ans après le repas. C'est pas ma faute à moi si on me fait bouffer n'importe quoi. Et Foulita, moi Foulita.
tous les deux, vous êtes d'une certaine manière mis en cause dans les affaires actuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui si vous pensez qu'un jour il faudra rembourser l'argent? Je parle des 2% qui ont été versés sur les marchés publics par les citoyens français. Est-ce qu'un jour il faudra rembourser selon vous? Merci. Je vois tout l'intérêt que vous portez aux sujets qui sont en cause aujourd'hui, mais enfin vous aurez pu faire ainsi. Vous aurez pu poser votre question et cela vous aura, je l'imagine, soulagé. Voilà pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce et je vous mets la suite la semaine prochaine. L'année 2001, 2002, 2003 et plus si affinité. Allez, à bientôt.